Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode du... non, pas du Club du Coin Lecture, bienvenue dans ce Coin Lecture de septembre où nous allons faire ensemble un retour de lecture avec 2 membres du Club du Coin Lecture. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à en avoir 3 parce que les gens travaillent. Écoutez, voilà, les gens sont occupés, puis des fois les gens n'ont pas envie de parler du livre en question, des fois les gens n'ont même pas envie de lire le livre en question qui est La Conjuration des imbéciles, John Kennedy Toole. Et pour en parler, je suis accompagné d'Andrea Martini et de Lily Litt. Bonjour, bonsoir. Salut. Est-ce que vous voulez vous présenter? On va commencer par Andrea. Du coup, moi, c'est Andrea Martini. Je suis principalement un lecteur de polar, de romans d'horreur, de thriller. Et après, par contre, je suis assez ouvert, même si je suis quand même un peu plus calé, littérature américaine. Voilà. D'ailleurs, fun fact, il me semble que c'est toi qui as été tiré au sort pour la lecture du mois prochain, du coup, pour quand les gens regarderont la vidéo. Exactement. Voilà, d'ailleurs on peut le dire, le livre du Club du Coin Lecture du mois prochain, c'est Livre de sang de Clive Barker, s'il y en a qui ont envie de le lire en avance pour se tenir au courant. Je vais pas partager mon point de vue, même pas en très résumé, mais voilà, c'est le livre qui a été suggéré par Andrea. Et donc Lily moi je m'appelle Lison, j'ai 30 ans, je lis un peu de tout, mais principalement, même si j'aime pas ce terme, de la littérature dite blanche, donc moins de thrillers et de policiers et de fantasy qu'autrefois, mais bon, je lis un peu de tout. Et en général, je suis pas très littérature américaine, justement. Mais là, c'est un petit peu un contre-exemple. Ah, ça c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant parce que au fur et à mesure des épisodes avec les membres du Club du Coin Lecture, on voit les profils se diversifier. Parce que là, il y en a pas un de vous deux qui m'a sorti lecteur de fantasy, lecteur de young adult, qui est pourtant un profil qui se retrouve assez souvent. Ah, la fantasy, j'en lis pas mal aussi, mais de moins en moins. C'était plus autrefois et maintenant, je cible beaucoup, quoi. D'accord. Et moi, c'est vraiment très rare pour la fantasy. Pourquoi ça m'intéresse? Je sais pas, j'ai plus de mal à rentrer dedans qu'autrefois. La suspension de crédibilité tient moins bien, quoi. Là où avant, j'étais tout de suite très rapidement dans un nouveau monde et tout me paraissait à peu près crédible. Maintenant, il faut que ça se tienne vraiment bien pour que je me dise, ok, d'accord. Enfin, et puis que ça porte plus sur les personnages finalement que sur le monde fantastique, quoi. D'accord, ouais, je crois que je vois. J'ai vieilli. Bah, t'aimes autre chose dans la littérature et du coup, c'est autre chose qui se trouve des fois dans les livres de fantasy, mais pas tout c'est le temps. ça. Et toi, Andrea, pourquoi la fantasy pas trop? Alors, c'est principalement pour une question de construction du récit de fantasy en général. Il peut y avoir des exceptions, mais souvent les livres de fantasy ont tendance à présenter un univers de manière très peu digeste. Et je prends souvent l'exemple toujours du Seigneur des Anneaux que je dois lâcher à chaque fois dans les 100 premières pages, parce que je ne supporte pas quand on arrive en me disant « alors voilà mon univers » et que j'ai l'impression qu'on signe sur le visage sans me demander avant, donc je suis toujours... c'est pour ça que je préfère généralement... Il devrait faire ça avec des polars ou de la littérature blanche, c'est commencer en disant nous sommes sur la Terre. Ouais, c'est ça. La Terre est composée de 5 continents sur lesquels se répartissent environ 200 pays. C'est pour ça que je suis beaucoup plus friand de fantastique qui, du coup, va instaurer des éléments surnaturels, des éléments inhabituels, mais dans un contexte qui est réaliste et du coup, on ne va pas avoir à expliquer 15 000 fois les règles. Et Ok. Voilà. Alors là, moi, j'ai plusieurs définitions pour ça. Il y en a qui font la différence entre la high fantasy et low fantasy, et quand j'étais à l'école on m'a appris la différence entre le fantastique et le merveilleux. Le fantastique c'est le monde est fantastique, le merveilleux c'est irruption du surnaturel dans le... Ah ouais, on m'avait dit exactement l'inverse. Eh ben oui, peut-être que je me plante et que c'est l'inverse alors. Terrible. Parce que justement on nous définissait souvent quand j'ai fait mes études le fantastique comme étant le Orlan Maupassant. Voilà. Littéralement l'irruption de quelque chose de surnaturel dans un univers réaliste. Ok. Et le merveilleux comme étant plus le Seigneur des Anneaux, quoi. Bon, en fait, c'est couillon parce que le seul exemple que j'ai retenu, c'est Harry Potter, mais le truc, c'est que Harry Potter, dépendant quand tu es dans le livre, c'est l'un ou l'autre. C'est un gros mélange. C'est-à-dire que voilà, Hagrid qui arrive chez les Dursley, bon voilà, on est sur du fantastique, mais une fois que Harry passe le chemin de traverse par exemple, là on est dans le merveilleux. Bon, bref, cette petite présentation ayant été faite, nous avons donc dû lire La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Je vais lire la 4e de couverture et après on va en parler. La façon dont on va faire ça, c'est que je vais donner mon avis, Lily va donner son avis, Andrea va donner son avis, et si on n'est pas d'accord, et ben on se le fera remarquer, puis on échangera, voilà,
de façon spontanée. Et comme ça, tout le monde sera content. Si vous savez pas pourquoi ça me fait rire spontané, je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière. Écrit au début des années 60 par un jeune inconnu qui devait se suicider en 1969, c'est une façon super bizarre de le dire. Qui devait se suicider. Oui, qui était appelé, quoi. Oui, c'est super bizarre comme façon de dire. Excusez-moi, faut que je me mène d'écrire ce livre parce que dans 2 ans, je dois me suicider. C'est super bizarre comme façon d'écrire. Bref, écrit au début des années 60 par un jeune inconnu qui devait se suicider en 1969 à l'âge de 32 ans parce qu'il se croyait un écrivain raté, La Conjuration des imbéciles n'a été édité qu'en 1980. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, ça fait 11 ans après sa mort. Le plus drôle dans cette histoire, pour peu qu'on goûte l'humour noir, je vais juste dire, c'est une citation de Bernard Lesault dans le journal Le Matin. Voilà, comme ça je me désolidarise de tout ce qui est en train de se dire là. Le plus drôle dans cette histoire, pour peu qu'on goûte l'humour noir, c'est qu'aussitôt publié, le roman a connu un immense succès outre-Atlantique et s'est vu couronné en 1981 par le prestigieux prix Pulitzer. Une façon pour les Américains de démentir à retardement le pied de nez posthume que leur adressait l'écrivain, plaçant en exergue à son livre cette citation de Swift: « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Traduit de l'américain par Jean-Pierre Carasso. Je vais pas commencer par ma note, on finira par la note, mais alors du coup, comme cette fois-ci, on est plus sur... Enfin, on a la discussion n'est absolument pas préparée, n'est pas cadrée. Je vais dire globalement ce que j'en ai pensé, puis on viendra sur des points de détail par la suite. On va commencer par un avis général. Le livre m'a fait beaucoup moins impression que ce à quoi je m'attendais. En partie parce que tout ce que j'ai lu à son sujet était souvent extrême. D'ailleurs, là, je remarque, j'ai lu la 4e de couverture et ça dit rien du tout de l'histoire du livre. Non, ils ont construit beaucoup de choses autour de l'histoire de l'auteur, en fait, et j'ai l'impression que ce livre, il est vachement vendu autour de ce drame, quoi. Ouais, complètement. Ma 4e de couverture n'a pas non plus du tout de résumé, et pourtant j'ai l'édition la plus récente, je crois. Attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher un résumé sur internet, parce que je me mets à la place du public qui est en mode... Ouais, faut peut-être leur raconter un peu. Bon, d'accord, l'auteur a mis fin à ses jours alors qu'il savait pas qu'il allait avoir du succès, c'est méga triste, mais ça parle de quoi le livre? Si, ça y est, c'est bon, sur Babelio, le résumé est un résumé. À 30 ans passés, Ignatius... Ah, c'est Ignatius. Dans ma tête, j'ai toujours lu Ignatius, mais c'est Ignatius. Ah, moi aussi. Ouais, ben là, il n'y a pas de I, alors c'est peut-être une faute de frappe, je ne sais pas. Bon, je vais dire Ignatius. Ignatius vit encore cloîtré chez sa mère à la Nouvelle-Orléans. Harassé par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est sans compter avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre. Chef-d'œuvre de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles offre le génial portrait d'un Don Quichotte yankee inclassable et culte. On ne peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine, sans pleurer intérieurement tout ce que Toole n'a pas écrit. A écrit Raphaël Léris dans Les Arocs. Voilà, quand je vous disais les avis sur ce livre sont en général assez extrêmes, déjà l'entendre qualifié de chef-d'œuvre de la littérature américaine. Ensuite, génial portrait. Alors, le personnage principal, on va y revenir après. On peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine. Je dis, c'est très... Tu me diras, sur une 4e, ils essayent de vendre le livre. Enfin, c'est des grands mots, quoi. Ou alors, faut avoir un humour très particulier. Alors, je comprends qu'on le trouve très drôle. Moi, il m'a fait sourire au début. Et je l'ai trouvé marrant. Le truc, c'est que pour moi, il y avait vraiment une vanne. C'est Ignatius et sa façon d'être, de se comporter, qui est absolument terrible. Donc c'est bien Ignatius, du coup. Hein. Sus, d'accord, Ignatius. Ouais, avec un I en tout cas. Il y a un I, d'accord, c'est une faute de frappe. Ok, bon, je vais dire Ignatius. Donc il y a ce personnage-là, et pour moi, ça s'essouffle très vite. Mon opinion globale, c'est rigolo au début, mais ça se renouvelle pas assez pour que je continue de trouver ça drôle après. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, vous? Alors moi, j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là parce que j'ai un faible pour les romans chorales comme ça, avec plein de personnages qui se regroupent. Et là, ils sont tous un peu nuls. Je sais pas si tu veux qu'on précise aux viewers du coup qu'il n'y a pas que l'histoire d'Ignatius, il y en a plusieurs en parallèle du coup. Il y a plein de personnages qui défilent. Alors je vais pas me souvenir des noms évidemment. Il y a Monsieur et Madame Lévy qui sont les propriétaires d'une entreprise familiale de blue jeans et qui sont, enfin, lui ne veut pas de cette entreprise familiale. Elle méprise son mari parce qu'il méprise son entreprise et qu'elle veut psychanalyser la terre entière. Il y a Jones qui est un black qui se démène pour trouver un boulot et pas se retrouver à la rue. Il y a la police. Voilà, et harcelé par la police. Il y a un policier lui-même qui se fait bully par ses chefs, par son chef qui le fout dans des costumes improbables et l'oblige à rester planqué aux chiottes jusqu'à ce qu'il ramène quelqu'un. Ça, c'était super bizarre.
ça. Franchement, pendant super longtemps, j'ai cru que j'avais pas compris quelque chose. Mais non, c'est ça, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Très premier degré. Il le déguise et il l'enferme dans les chiottes en lui disant maintenant tu me ramènes un suspect. C'est probable. Ok. Mais bon, voilà, c'est ce défilé de gens qui, à part Ignatius, qui est un sale con, sont plutôt des gens pas mauvais au fond, mais juste un peu minables, quoi. Ils sont tous très médiocres. Voilà, moi j'aime bien ce défilé de... Ça fait un peu vaudeville de la loose, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui rentre, qui fait une vanne, qui s'éclate, et puis on passe à quelqu'un d'autre. Enfin, je trouvais ça rigolo. D'accord, ouais, ça j'avoue que j'y ai pas été sensible. Pour moi, il y a Ignatius, et à côté de ça, il y a plein de personnages. Et en fait, ça m'a rappelé quand je regardais le dessin animé, le film Batman de Burton quand j'étais tout petit, et je me disais, bon, c'est chiant, il est où Batman? Bah là, à chaque fois que j'étais avec les autres personnages, je me disais, bon, c'est Ignatius qui est rigolo, est-ce qu'on peut revenir à Ignatius, s'il vous plaît? Ah ouais, alors que je sais pas comment tu l'as senti, Andrea, mais moi, très rapidement dans le roman, en fait, je préférais être avec les autres personnages qu'avec Ignatius parce qu'il est tellement insupportable. Ah ouais, exactement. Moi, très vite dans le livre, j'ai eu mon personnage préféré qui était Jones parce que je trouvais ses remarques vraiment désopilantes et son espèce de lutte pour à la fois sortir du vagabondage et ne pas se faire harceler par les flics et à la fois s'en sortir sans se faire exploiter par la patronne du bar dans lequel il travaille. Enfin, je trouvais que c'était presque l'une des histoires les plus intéressantes du livre, quoi. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant, tu vois. Mais je pense que peut-être que l'appréciation vient de là. L'appréciation du livre vient de l'intérêt que tu portes aux personnages secondaires. Oui, en fait, ce livre est juste un empilement de personnages secondaires parce que Ignatius prend très peu de décisions au sein de sa propre histoire, même quasiment aucune, et chacune de ces décisions, de toute façon, mène à une catastrophe. Donc, j'ai vraiment l'impression de voir plus, comme disait Lily, un gros livre choral, un empilement de personnages secondaires, davantage que vraiment un personnage principal qui serait Ignatius et des personnages secondaires qui naviguent. Alors c'est vrai que le seul truc qu'ils ont tous en commun, c'est de au final un jour le croiser lui. Mais pour leur malheur. Oui. Il y a un truc qui est très rigolo, c'est que dans le club, vraiment, on a tous les avis. Je pense que la personne qui l'a plus aimé, ça doit être Morgane, qui l'a suggéré, peut-être, je sais pas. Celle qui l'a le moins aimé de très loin, c'est la pauvre Yumeka, qui l'a subi jusqu'au bout. Qui a bien du mérite d'être allée jusqu'au bout d'ailleurs. Elle avait envie d'arrêter dès le début, et parce qu'en fait, elle était très sensible au personnage d'Ignatius et au fait qu'il soit imbuvable. Et imbuvable, c'est imbuvable, quoi. Le gars, il est antisémite, il est homophobe, il est raciste, il est misogyne, ouais. Il est odieux avec sa mère. Avec sa mère, c'est le pire. Ouais. Oh là là. Tout en étant à la fois, tout en pouvant se montrer défenseur antiraciste et vouloir prendre la défense des opprimés dès que ça peut servir ses propres intérêts et de servir sa propre renommée quelque part, dès que ça peut le. Alors il y a un moment, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a bien un moment. Alors ce brave Ignatius, il est en correspondance avec un personnage qui, pareil, au début me faisait sourire et qui a arrêté de me faire sourire très vite. C'est Myrna, la meuf qui est persuadée qu'elle peut sauver Ignatius et que la clé de son délire est dans sa vie sexuelle. Je ne veux pas imaginer la vie sexuelle d'Ignatius. Ah putain, il y a un chapitre où on va pas en parler. Oui, il y a un chapitre où on se penche un peu sur la question. Un chapitre qui implique beaucoup plus de chiens que j'aurais voulu. Tu peux pas laisser les gens là-dessus, c'est terrible. Non, il y a pas de zoophilie dans le livre. On va préciser ça très vite. Vache. Non, mais voilà, c'est très tôt dans le livre, il y a un chapitre où Ignatius s'occupe de lui-même et il est interrompu par un chien. Disons ça comme ça. Donc ouais, Myrna, pourquoi je parle de Myrna? Oui, et du coup, ils ont une espèce de relation amour-haine, parce que elle veut le sauver, mais en même temps, elle peut pas le blairer. Elle s'énerve très très vite contre lui, en grande partie parce qu'il fait aucun effort. Et lui, par contre, je pense que de sa façon un peu délirante, je pense qu'il aime quelque part, peut-être. C'est ce qui s'approche le plus de ce qu'il peut éprouver de l'amour, peut-être. Mais il tient à lui prouver qu'elle a tort, qu'elle est nulle, voilà. Et pour ce faire, à un moment donné, je sais plus comment ça arrive, mais Myrna lui dit que ce qu'il faudrait pour sauver la politique des États-Unis, c'est plus de sexualité dans la politique, et du coup Ignatius, qui a été homophobe pendant tout le bouquin, décide de créer un parti d'homosexuels. Je crois pas que l'auteur soit homophobe, je pense que c'est vraiment l'homophobie d'Ignatius. Il veut créer un parti d'homosexuels en se disant que du coup ils feront pas la guerre parce qu'ils seront trop occupés à faire autre chose, si j'ai bien compris. Ouais, c'est qu'ils vont que les homosexuels dans les différents partis du monde vont se déclarer, vont faire leur coming out, et que du coup il y aura plus d'amour que de haine, quoi. Et voilà. Ça n'a aucun sens. Le projet, c'est même pas de remplacer tous les politiques, c'est de remplacer les armées. Oui, les armées. Pays. Oui, les armées, c'est ça. Ah oui, parce qu'à la base, il voit un homosexuel habillé en marin. C'est ça. Déguisé en marin.
Voilà, et il croit que c'est un marin, et il se dit oh mais ça devrait être interdit de... Il faut que je lise un passage. Pour que les gens se fassent à ce que c'est Ignatius, parce que tu peux pas le paraphraser. Et en même temps, un de ces articles. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de trouver un de ces articles. Alors, des fois, il y a un truc qui est très souvent salué dans les critiques, c'est la langue, la façon dont il fait parler les personnages. Ouais, voilà, dont il mime l'accent de la Nouvelle-Orléans. Ça, je pense que ça a été en partie perdu dans la traduction. Plusieurs fois, il y a des personnages qui font des fautes de français. Je pense à... Ouais, moi je l'ai lu en anglais et c'était effectivement assez caractéristique. Jones en particulier, il parle comme un noir américain de cette époque-là, enfin comme on l'imagine en tout cas. Jones, ils ont chargé la traduction aussi. Hein. Ouais, mais c'est celui chez qui ça se remarque le plus déjà dans l'anglais, donc ça m'étonne pas. D'accord. Comment c'est en français quand le vieux parle de communiste? Communiste. Ouais, en français c'est communiste. Ouais, c'est tous des communistes. Ça c'est exactement la même chose en anglais. D'accord, oh c'est rigolo. On a eu chacun nos petits préférés, moi je crois que c'était le bowling. Ah, je fais la réflexion parce que je viens de tomber sur bowling. Mon préféré, moi c'était Blue Jean. Blue Jean, BLOUDJI. Peut-être 2 N, peut-être un seul, j'ai oublié E. Ce qui est pas mal aussi au niveau de la langue et du langage, c'est que autant Ignatius il peut avoir un langage très très proche de ceux des autres personnages dès qu'il parle avec eux, ou dès qu'il s'énerve par exemple surtout. Dès qu'il essaye de les prendre un peu de haut, il va prendre un langage un peu plus soutenu, légèrement. Et alors par contre, ce qui vraiment me faisait beaucoup rire, moi qui du coup ai fait de longues années à la fac, et qui du coup ai pu découvrir avec un certain plaisir le jargon universitaire, c'est de remplir tous ces... il écrit des articles, des petits articles. Je suis en train d'essayer d'en trouver un. Et il utilise un jargon universitaire, mais qui est justement vraiment des espèces de jargonnage, quoi. Quelque chose qui n'a pas spécialement de sens, ou quelque chose qui il utilise des mots, mais sans vraiment connaître le sens, ou alors, comment dire, des éléments qu'on n'aurait pas associés ensemble. Et du coup, ça donne vraiment cette impression d'étudiant raté qui essaye de se rattraper par son niveau de langage, et vraiment l'hyper-complexification des phrases comme ça, qu'on retrouve énormément dans beaucoup de copies d'élèves, souvent en licence ou au tout début des études supérieures. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup rire quand je le lisais, parce que je reconnaissais mes propres erreurs que je faisais il y a quelques années, donc c'était très drôle. Parlant de son niveau d'études, sa mère se gargarise se désole plutôt qu'il ait fait autant d'études, parce qu'il a fait 5 ans d'études, je crois, Ignatius, pour finir catastrophique, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment fait ces 5 ans? Parce que pour moi, il allait avoir une révélation, en fait, il a rien foutu pendant 5 ans. Mais il n'est pas dit à un moment donné qu'il a jamais eu le diplôme, ou qu'il a été viré, ou je ne sais quoi, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Ah, peut-être. Il me semblait me souvenir de ça. Il me semble qu'on me dit à un moment qu'il a une licence, quand même. Ah ok, d'accord. Un exemple. Cher lecteur, un grand écrivain est l'ami et le bienfaiteur de ceux qui le lisent. Signé Macaulay. Une nouvelle journée de travail s'est terminée, ô doux lecteur. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai réussi à déposer comme une manière de patine adoucissante sur la démence et la turbulence qui régnaient naguère dans notre bureau. Toutes les activités qui n'étaient pas essentielles sont abandonnées peu à peu. Pour le moment, je m'affaire à décorer notre ruche bourdonnante d'abeilles en col blanc, entre parenthèses 3. Je considère mon action comme devant répondre à 3 impératifs. Embellir, élaguer, bénéficier. S'il me fallait trouver les impératifs qui président à l'action de notre chef de bureau, véritable bouffon, je n'aurais que l'embarras du choix. Ennuyer, importuner, gêner, embarrasser, faire l'important, faire le malin, faire des difficultés, faire l'imbécile, je préfère en rester là. Je suis parvenu à la conclusion que notre chef de bureau n'a d'autre fonction que de mettre des bâtons dans les roues. Sans lui, l'autre employé, entre parenthèses la dama del commercio, et moi-même serions parfaitement paisibles et satisfaits. Nous vaquerions à nos occupations dans un climat d'estime mutuelle. Je suis persuadé que ces méthodes dictatoriales sont en grande partie responsables du désir qu'exprime Miss T de prendre sa retraite. Oh, la pauvre Miss T. Putain, pauvre Miss T. Oui. Ça, il y a tout un délire autour d'une très vieille femme qui travaille donc au Jean Levy, là. Et elle a qu'une envie, c'est de prendre sa retraite. Le patron a qu'une envie, c'est de la foutre à la retraite. Et Madame Levy, la femme de Monsieur Levy, dit que c'est scandaleux qu'il ait envie de se séparer de cette pauvre femme qui ne demande qu'une chose, c'est de travailler. Oui, elle est convaincue que si elle arrête de travailler, elle va mourir parce qu'elle va dépérir sans cet emploi, dans lequel elle ne fait rien. Et puis Madame Levy n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans les bureaux de l'entreprise elle-même. Et elle s'en fiche complètement. Elle veut juste l'impression. Oui, elle veut gonfler son mari. Mais elle est géniale, elle aussi. Enfin, moi, j'adore. Moi, il y avait à chaque fois, j'étais un peu mal à l'aise en mode, mais vous êtes nuls tous les deux. Ils utilisent leur fille pour se faire du chantage l'un l'autre. Enfin, bon, c'est vraiment pas des gens très sympas. Non, moi, j'étais un peu en mode, mais séparez-vous, arrêtez, c'est pas bien. Oui, ça sent vraiment le couple qui s'est mis ensemble par convention et par presque par nécessité.
explicité et qui du coup doivent se supporter. Bah elle, je pense qu'elle a été attirée par la fortune des pantalons Lévy, la fortune du père du coup. Enfin, moi je l'ai lu comme ça en tout cas. Mais, je sais pas, on dit pas trop que c'est une arriviste quand même, ou en tout cas ça s'est pas senti, en tout cas dans ma lecture. Hein. Ah peut-être que j'ai cherché à justifier leur couple. Oui. C'est possible. Et l'admiration qu'elle a pour le père de son mari et son business. Oui, c'est vrai que c'était très bizarre ça. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire qui était très long et qui essayait d'expliciter le parcours de chaque personnage en disant que c'était quand même très bizarre cette fascination que Madame Lévy avait pour le père de son mari. Moi, je pense que si tu veux humilier, enfin voilà, je me dis, tu sais, dans des vieux clichés sexistes de tu veux humilier un homme, tu le compares à son père. Ouais, pour moi, c'était pas plus que ça. C'était uniquement pour lui faire sentir qu'il était jamais à la hauteur et que, comme elle sait que c'est appuyé sur un bouton qui déclenche une réaction épidermique chez lui, bah elle l'utilise quoi. Elle utilise tout ce qui est à sa portée de toute façon. Elle passe son temps à lui en balancer dans la tronche, ce pauvre garçon. Enfin bon, qui est nul tout autant, mais. Moi, il y a un truc dans leurs échanges qui me faisait systématiquement sourire, c'est à chaque fois qu'il évoque la planche. Parce qu'elle a une planche d'exercice sur laquelle, tu sais, c'est une planche d'exercice automatique sur laquelle tu sens qu'elle fait rien. C'est genre, elle s'allonge dessus et c'est la planche qui fait l'exercice. Et lui, à chaque fois qu'il s'engueule, il dit mais t'as qu'à retourner sur ta planche. Et à chaque fois, elle dit tu ne mènes pas ma planche à cette histoire. Tu dis, la planche, elle prend complètement le rôle d'un amant dans leur couple. C'est super bizarre. C'est genre, ne le mêle pas. Mais en fait, c'est assez drôle parce que lui, quand elle lui reproche de pas être assez proche de ses filles, lui dit ah non, ne mêle pas les enfants à ça. Il lui dit 2 fois. Et du coup, elle, c'est la planche, visiblement. Ah ouais, ils sont tous les deux imbuvables, mais elle beaucoup plus que lui. Elle est vraiment systématiquement dans le conflit, systématiquement dans le contrôle de choses qui ne la regardent pas. Ah si, ah oui. la vie de Madame Trixie, ça la regarde pas. Donc ouais, ouais. Je pense qu'au niveau intrigue secondaire, on a plus ou moins fait. Non, il y a tout le bar de striptease là. Bien sûr, oui, c'est vrai qu'on a évoqué Jones, mais du coup on n'a pas évoqué où travaille Jones. Donc ouais, bar de striptease. Est-ce que l'un ou l'une de vous deux a envie d'en parler? Du coup, c'est pas vraiment un bar de striptease, ça a l'air juste d'être un espèce de bar miteux qui essaye de se trouver une originalité en proposant des sortes de danse avec un perroquet et dans lequel le personnage de Jones du coup échoue un petit peu en tant que balayeur complètement exploité par une patronne qui est très certainement un des personnages qui m'a fait le plus rire tant elle en envoyait dans la gueule à tout le monde et vraiment à chaque fois que cette femme ouvrait la bouche, c'était juste pour insulter ses employés et pour les ramener plus bas que terre, alors que vraiment elle vaut pas mieux du tout. Il y a au final l'intrigue alors c'est une des intrigues que j'ai le moins compris quand même dans le bouquin, en tout cas j'ai mis très longtemps à la comprendre, c'est l'intrigue de l'orphelinat. On spoil ou on spoil pas, parce que pour moi c'est quand même un peu En fait je pense que c'est le genre de livre, c'est pas tu sais, c'est pas le genre de livre que tu spoil, même si tu connais la fin, faut l'expérimenter quoi. Ouais, mais quand même, moi j'ai quand même vu un moment un peu de révélation où les différentes, toutes les bouts de fil d'histoires différentes qui se rejoignent, les trucs qui s'emboîtent. Il y a quand même un moment où je me suis dit ah c'est bien, tout va se retourner contre Ignatius par exemple. Ouais, et ça, il y avait un petit côté, tu fais un suspense. Effectivement, on va peut-être pas parler de ce moment-là. Mais ouais, du coup là que j'en parle avec vous, je regrette un peu de pas m'être plus investi dans les personnages secondaires. Je pense vraiment que c'est la clé pour apprécier ce livre. Je me suis fait aspirer par Ignatius et ouais, du coup ça a tendance à tourner un petit peu en rond. Alors Ignatius, ce qui lance son périple, c'est que sa mère a un accident de voiture qui est plus ou moins de la faute d'Ignatius lui-même d'ailleurs, je crois m'appeler. Et du coup, elle doit de l'argent pour réparer ce qu'elle a cassé avec sa voiture. Et elle n'a pas l'argent et du coup, elle pousse Ignatius à trouver un travail. Et ça, c'est terrible. Terrible pour lui et son putain d'anneau pylorique. J'ai appris que ça existait. Mais oui, ça existe, c'est une partie du corps. Alors, Ignatius a fait une fixation sur l'ouverture et la fermeture de son anneau pylorique. L'anneau pylorique qui, si je me rappelle bien, est une valve qui se situe dans le système digestif. Globalement, à chaque fois qu'il est pas content, et ben son anneau pylorique se ferme. Et il arrête pas de se plaindre de son putain d'anneau pylorique. Et c'est un sup. Mais c'est en fait au début c'est drôle. Au début c'est drôle parce qu'effectivement il arrête pas de faire revenir. Parce que je pense que franchement ton anneau pylorique s'il se ferme tu le sens pas. Probablement. J'imagine. Ah non, c'est une excuse. Enfin ça semble être une excuse. Hein. La moitié du temps où il l'utilise c'est. Oui. Et effectivement à chaque fois c'est genre ça va fermer mon anneau. Il est pas agréable comme personne.
Non, mais en fait, c'est un gag, ce personnage. C'est-à-dire qu'il est insupportable, il a aucun trait rédempteur. Moi, je le trouve franchement un peu triste parce que, je sais pas, je le trouve assez réaliste dans son côté insupportable. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens comme ça qui veulent tellement paraître différents, et puis on a tous parfois été coupables de ça aussi, de vouloir rejeter un peu les trucs qui sont populaires juste pour dire ah non mais moi je suis au-dessus de tout ça. Et lui il est dans cette ambiguïté tout le temps. Il est passionné par une émission de danse qu'il ne rate jamais, mais il dit que les enfants, ou c'est des enfants qui dansent dedans, non c'est ça, c'est des enfants, ouais. Sont tous nuls. Il va jusqu'à dire qu'il faut les gazer. Ce mec est dingue. Il va au cinéma presque tous les soirs pour voir une starlette qu'il adore, et en même temps il se plaint à chaque fois du fait que les films sont nuls et que le cinéma c'est plus ce que c'était. Et en fait il arrive pas à apprécier les trucs qu'il apprécie parce que ça le ferait de lui quelqu'un de trop ordinaire, quoi. Mais une fois que t'as dépassé ça, comme disait Andrea, il est hyper passif. Il subit un peu toute l'histoire, donc en dehors de lui, c'est les autres personnages qui donnent de la vie à tout ça et qui contrebalancent un peu le fait que lui est vraiment insupportable. C'est marrant comme lecture. On peut projeter sur Ignatius beaucoup de défauts qu'on observe chez les gens. Je suis pas sûr qu'Ignatius soit comme il est en termes de culture parce qu'il ne veut pas se fondre, parce qu'il ne veut pas être comme le commun des mortels. Je pense qu'il adore détester. Tu sais, ça le fait se sentir supérieur de détester des trucs, de mépriser des trucs. Et que quelque part, il kiffe un peu comme ça. Ou peut-être pas. Ça, c'est une question qui est intéressante. C'est, est-ce que Ignatius est heureux ou pas heureux, non. Mais voilà, est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est condamné au malheur ou pas? C'est une question qui est ouais, vous avez 4 heures. Non, alors par contre il y a deux. Alors attendez, je pensais à deux questions là quand tu parlais tout à l'heure, ça me fait penser à deux questions. Il y a une divergence d'opinion sur cette question et elle me semble intéressante. C'est, d'après vous, Ignatius, est-ce qu'il est, j'ai pas envie de dire fou, donc on va dire, est-ce que d'après vous il a un problème psychiatrique ou est-ce que c'est vraiment juste un gros con? Et pour moi, ça change beaucoup la lecture que tu fais du livre. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème qu'il faut soigner ou est-ce que c'est quelqu'un c'est un gros con, quoi. C'est-à-dire que ça ne se soigne pas, les enfants, malheureusement. Parce qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit non mais là il a un rapport à la réalité qui est altéré, quoi. Il a un problème dans son rapport à la réalité, pas seulement aux autres, pas seulement à lui-même, mais aussi au monde. Et je me dis, et ça ressemble un peu à un trouble psychiatrique, ça. Parce que si vous pouvez avoir un trouble psychiatrique, ce serait de la mythomanie, parce que plusieurs fois, il se retrouve dans des situations où du coup, il est coincé. Mais après, voilà, pareil, est-ce qu'il croit réellement à ses mensonges, ce qui est la définition d'un mythomane, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ment de manière compulsive et qui croit à ses mensonges, ou est-ce que c'est vraiment du mensonge intéressé? Je pense que c'est un peu entre les deux. Je dirais pas qu'il est mythomane, parce que je pense que ça l'arrange bien de croire à ses mensonges, et que un mythomane ne ment pas que quand ça l'arrange. Un mythomane ne peut pas s'empêcher de mentir. Et alors que là, vraiment, ça n'arrive que quand ça l'arrange, et du coup, je pense qu'avec un peu d'hypocrisie, avec un peu de pitié pour soi-même, il arrive à se convaincre dans ces cas-là que, en fait, il est quelqu'un d'extraordinaire, et que effectivement, ses mensonges dans ces cas-là très précis sont vrais. Mais par contre, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a pas spécialement de problème psy. Je dirais que le truc qu'il pourrait avoir, c'est des hyperfixations, et ayant pareil traversé le milieu universitaire, des gens ressemblant à Ignatius au niveau des hyperfixations, je parle, au niveau de thématiques qui les passionnent comme ça, au niveau et puis au niveau de ce comportement un petit peu exubérant sur certains aspects de leur vie. Ouais, genre ça se croise, quoi. Et pour toi, du coup, ce sur quoi il ferait une fixette, ce serait qui répète tout le temps, la géométrie et la... Ah oui, et la théologie. Et la théologie. Voilà, la géométrie, la théologie et l'ordre des choses. C'est quelqu'un qui en fait est obsédé selon moi, qui est obsédé par l'ordre des choses. Et c'est assez intéressant en fait de voir que dans ses études, il s'oppose à Myrna. Et en fait, tout à l'heure, Lynx, tu disais que elle est la représentation parce qu'aujourd'hui on la représenterait comme en fait une woke, et je pense pas que ce soit le cas, parce que pour moi vraiment Myrna c'est la représentation, en fait la confrontation Myrna-Ignatius, c'est la représentation de la confrontation du conservatisme pour Ignatius et du postmodernisme pour Myrna. Et ça colle en plus à l'époque, donc du coup, dans les années 60, révolution sociétale aux États-Unis, révolution sexuelle qui arrivera très peu de temps après en France en 68. Et en fait, c'est vraiment la rupture postmoderniste, c'est-à-dire la fin de la société, la fin d'une certaine vision et d'une certaine philosophie de l'ordre, de chacun dans une certaine place, chacun dans une certaine case, avec une volonté d'une certaine géométrie en fait de la société. Et à l'inverse, un personnage comme Myrna qui, au-delà de son obsession pour la sexualité, qui est aussi un truc qu'on retrouve chez les postmodernistes, elle a cette volonté de faire
exposer la société quelque part et de faire exploser toutes ces castes, de faire exploser tous ces ordres. Et ça, j'ai trouvé vachement intéressant dans le livre. Bah ouais, complètement. Mais ouais, là pour le coup, c'est des clés que j'ai pas. C'est une histoire que je ne connais pas. Donc ouais, non, mais ce que tu en dis est totalement pertinent. Moi, j'avais vraiment vu juste une confrontation droite-gauche, quoi, si tu veux, avec le côté conservateur et le côté progressiste, mais enfin voilà. Conservateur mais n'importe comment, contre progressiste n'importe comment. Et je m'étais arrêté là. Mais ce que le postmodernisme, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Mais la façon dont on parle, en tout cas, ça me semble extrêmement pertinent. Et c'est là que c'est chouette d'avoir des gens du club du coin lecture pour parler de choses que je ne connais pas. D'autant que moi, j'ai même pas fait la même lecture ni que l'un ni que l'autre. Alors, j'ai pas les clés que tu donnes, Andrea, mais moi, je voyais Myrna et Ignatius comme un peu deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que l'un comme l'autre voudraient changer le monde dans un sens qui leur sied, quoi. Sauf que lui, c'est plus guidé par le mépris de l'autre et le mépris du monde dans lequel on vit. Et ben, j'en reviens à là, mais pour moi, la tristesse, quoi. La tristesse et la solitude et la glauquitude, alors que elle, c'est beaucoup plus dans la joie, elle est beaucoup plus en contact avec les autres gens, donc elle s'y prend quand même comme un manche, mais voilà. Je les opposais plus par là, moi. Alors, je suis en partie d'accord, mais pour moi, Myrna, elle s'y prend très mal aussi. Ah oui, ça, on est bien d'accord. À un moment donné, elle fait une conférence devant 2 personnes, à mon avis. Oui, puis elle utilise quand même les gens un peu comme des pions dans ce projet, et puis dès que ça fonctionne pas ou que les gens lui servent plus, elle les dégage. Ouais. Et puis c'est la fifi à son papa qui pense être une grande figure de lutte et qui peut rien faire si son père lui file pas la thune, quoi. Donc non, pour moi, Myrna et Ignatius, en fait, oui, quand tu dis deux faces d'une même pièce, oui, il y a carrément cette dimension là. Pour moi, ils se sont très bien trouvés les deux. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question qui me paraît très intéressante, moi, parce qu'on a eu un désaccord là-dessus dans le club. Ça concerne la fin. Mais du coup, vu que c'est ouvert, ça spoil pas vraiment parce que chaque lecteur, chaque lectrice aura sa propre lecture. Est-ce que, à la fin du roman, Ignatius sort du cercle vicieux ou est-ce qu'il relance le cercle vicieux? Et ça, c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'on est plus ou moins scindé en deux, que ceux qui ont plus aimé la lecture pensent qu'il sort du cercle et que ceux qui n'ont pas aimé la lecture se disent non mais là il va reproduire exactement les mêmes schémas. Comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à cette question-là, vous? Alors moi j'ai bien aimé la lecture, mais je pense quand même que Ignatius est une sangsue et que il est inarrêtable, quoi. Ouais. Et qu'il va recommencer juste avec une nouvelle victime. Ouais. Moi, c'est aussi la lecture que j'en ai faite, c'est-à-dire à la fin, il va plus ou moins devoir se confronter aux conséquences de ses actes, mais il a une porte de sortie et il prend la porte de sortie. Mais pour moi, la porte de sortie, il a rien appris, quoi. Il a rien appris et effectivement, il va recommencer. Il va recommencer ailleurs, mais avec peut-être en faisant plus de dégâts encore, étant donné la façon dont il s'en sort à la fin. Oui, mais en même temps, il a peut-être trouvé, la personne en face de lui, il a peut-être trouvé quelqu'un plus à même de lui tenir tête, quoi, que sa mère. Je sais pas. Non, tu penses pas ? Sa mère lui tient tête, hein. Ouais, c'est vraiment très très progressif. Et justement, quand elle réussit enfin à lui tenir tête, elle se débarrasse du virus, en gros. Et il passe chez quelqu'un d'autre. Et peut-être que quelqu'un d'autre se débarrassera de lui plus rapidement et puis que... voilà, tu vois. Ah, je pense que non, justement, la personne avec laquelle il s'échappe ne cherchera pas à se débarrasser de lui. Donc, voilà. Mais il y a... Je suis pas du tout sûr pour le coup. Ouais, ça de toute façon c'est vu que l'auteur n'est plus avec nous, on saura jamais. Ça c'est vrai qu'on en a pas parlé parce que c'est quelque chose qui est très souvent abordé quand on parle du livre. Mais c'est vrai que c'est quand même j'ai pas envie de dire des banalités, j'ai pas envie de dire que c'est déprimant, mais le truc c'est vraiment qu'est-ce qu'on trouve de John Kennedy Toole et franchement il a fait une dépression à la fin de sa vie, hein, j'ai lu un peu sur Wikipédia les conditions de sa fin de vie et il s'est vraiment laissé partir, quoi. Et je me demande, parce que j'ai vu des critiques qui disent que Ignatius est une façon pour Toole de se moquer de lui-même. C'est possible. Je sais pas si t'as poussé les recherches jusque-là. Je suis tombée là-dessus par hasard, mais apparemment il y a quand même beaucoup de points communs entre Toole et Ignatius. Ils viennent de la même ville, ils ont tous les deux fait des études à peu près dans le même domaine, et je crois même que Toole a bossé comme vendeur de hot dog et dans une entreprise de vêtements familiale, etc. Enfin ça, il a tout tiré de sa propre expérience. Donc, est-ce que tout ce que dit son personnage, c'est son propre ressenti? À quel point il y a vraiment de l'autodérision là-dedans? Ça, j'en ai aucune idée. Mais apparemment,
apparemment, en tout cas, c'est pas autobiographique, mais c'est très largement basé sur lui, quoi. Non, c'est pas autobiographique, mais. J'espère pas, parce que. Là, c'est pas. Ouais, voilà, là, c'est pas une hypothèse. Là, c'est. Du coup, s'il y a des points communs à ce point-là, je veux dire, là, j'ai la semaine dernière, quand vous regarderez cette vidéo, on a parlé de Jane Eyre de Charlotte Brontë, et le résumé que j'ai trouvé sur internet disait que Jane Eyre était une œuvre autobiographique, et je m'interromps dans ma lecture du résumé en disant semi-autobiographique, on se calme, mais si on considère que Jane Eyre est autobiographique ou semi-autobiographique pour... Ah oui, alors là, oui. Là, ça l'est carrément. Voilà, là, on a des points communs qui sont quand même énormes. Ça explique en plus le niveau d'études d'Ignatius, parce que moi, c'est pour ça que j'attendais un twist et je me dis, je vois pas du tout ce personnage faire des études. J'imagine Ignatius devant une copie et écrire n'importe quoi. Écrire la question n'a aucun sens, voilà la question que vous auriez dû poser, se taper un 0 et puis basta, quoi. Et devant un jury, imagine en oral. Ouais, il les aurait envoyés chier. Moi, je voyais pas du tout Ignatius faire des études, mais je savais pas qu'il y avait à ce point des points communs entre les deux. Mais du coup, ça rend le bouquin vraiment triste. Parce que... Après, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ça peut être autobiographique. La Conjuration des imbéciles, c'est quand même son premier roman à Toul, si je dis pas de bêtises. C'est le premier dont il est réellement satisfait. Intégrer des éléments de soi dans les personnages, je suis pas sûr que ça en fasse pour autant des livres qui sont autobiographiques ou semi-autobiographiques. Peut-être qu'il parle un peu de lui quand il parle d'Ignatius. Après, dans quelle mesure plus que le parcours d'Ignatius, les obsessions d'Ignatius et les réflexions d'Ignatius sont les réflexions de l'auteur. Si jamais le récit est autobiographique, même semi-autobiographique, il n'y a pas que le parcours qui compte, il y a aussi les idées qu'a Ignatius. Ça devient très inquiétant pour l'auteur et pour la société américaine des années 60 si un type comme ça existait. On peut envisager que c'est une caricature. Tu disais toi-même que tu voyais des espèces d'éléments dans les articles universitaires où ça ressemble à des erreurs que tu aurais pu faire quand tu étais jeune étudiant. Peut-être que Toul a pris son expérience et a énormément grossi le trait dans un but caricatural. Oui, pour moi c'est complètement ça, c'est une satire du début à la fin. Tous les personnages sont des caricatures d'eux-mêmes. Oui, bien sûr, oui. Ça me donne envie du coup de chercher, voir si comment il s'entendait avec sa mère. Ou Et pareil, j'étais tombée sur un truc où apparemment il s'engueulait énormément avec sa mère, elle était très surprotectrice. Oh là là. Enfin, ouais. Non, mais il y a énormément de choses comme ça. Et justement, on a eu tout un débat dans le club du Coin Lecture, je sais pas si vous vous souvenez, autour de est-ce que c'est une œuvre méprisante ou pas. Est-ce qu'il y a un réel mépris de la part de l'auteur pour toute la société américaine, quasiment, parce qu'il y en a quasiment pas de tranche de la société qui passe entre les gouttes là-dedans. Ou est-ce que c'est une critique, mais avec un fond de bienveillance, quoi. Moi, je vois pas la bienveillance, personnellement, ce qui me pose pas forcément problème, hein. J'ai apprécié la lecture quand même, mais pour moi, c'est tout le monde en prend pour son grade, et il devait être... il devait avoir une vision du monde, ce monsieur... Ouais, je suis assez de cet avis-là, moi aussi. Alors, moi, j'avais une réflexion qui s'était fait un peu en deux temps à ce niveau-là. Au début, je me disais que, vu que une grosse partie des personnages, excepté Ignatius, ont pour volonté principale de sortir de leurs conditions, même si ça peut être à des degrés très divers. Miss Trixie veut arrêter d'être salarié et veut partir à la retraite. Jones veut sortir du vagabondage et veut sortir de la précarité. J'ai oublié comment il s'appelait... On ne dit jamais son nom, je crois, Madame Riley, donc la mère du héros. Ah oui, ouais, sûr. Et c'est Irène. Ah oui. Irène, c'est ça. Veut sortir de sa condition de quasi femme au foyer pour voir un peu plus loin que ça et puis pour se débarrasser un peu de son fils. Le flic veut sortir des toilettes. Voilà, le flic veut sortir des toilettes. Enfin, tous ces personnages-là, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même, à un moment, sortir un petit peu de leurs conditions. Et tous les personnages, et c'est... Du coup, je m'étais dit, l'œuvre est pas forcément méprisante envers ces personnages, parce que cette volonté de sortir de cette condition un petit peu médiocre, ça montre quand même que ces personnages ont un potentiel d'avenir. Et en fait, en y réfléchissant a posteriori, tous ces personnages en fait continuent à participer à la même société et en même plus la renforcent au final. Puisque l'agent Mancuso devient sergent, je crois, à la fin du livre. La femme se marie avec un homme qui déteste les communistes, dans une période où on vient de quitter l'Amérique de McCarthy, c'est quand même particulièrement mordant. Madame Trixie part à la retraite, mais au final, pour terminer par bouffer des gâteaux au bord d'une fenêtre dans un appart qui a l'air absolument bordélique. Enfin, j'ai l'impression qu'au final, même la volonté de sortir de leurs conditions échoue.
quelque part. Le patron, il veut plus être, enfin, Monsieur Lévy veut plus être fabricant de jeans, il finit fabricant de Bermuda. Enfin bon, c'est. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, quand tu l'envisages de ce point de vue-là, c'est pas tant une critique du coup des Américains, c'est pas du mépris envers les gens, c'est plus une critique de la société américaine, en particulier la société de la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de prises. En fait, je suis passé à côté de ma lecture. La vérité, c'est que je suis passé à côté de ma lecture. Peut-être parce que j'ai lu des critiques et je me suis fait une idée mentale du livre qui n'a pas vraiment correspondu à ma lecture. Ouais, et je pense que quand tu connais un peu l'histoire américaine, quand tu connais un peu les années 60, ça doit être plus... t'as les codes. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué dans la lecture de ce livre. Oui, enfin après, il faut dire qu'il y a aussi, c'est quand même un bouquin qui est assez lent. C'est difficile de dire de quoi ça parle, à part d'un sale type qui arrive pas à garder un boulot pour aider sa mère à rembourser une dette. Enfin, voilà, c'est difficile de raconter l'histoire, donc je comprends. C'est facile de passer à côté, quoi, parce que je me mets à la place des viewers et des vieweuses là, quand écoutaient le podcast ou quand regardaient l'émission et qui doivent se dire, mais on lui avait dit de nous résumer le livre et là je comprends rien. Il parle de communistes, il parle de saucisses, de Bermuda. Voilà, il y a des Bermudas, il y a des homosexuels déguisés en marins, ça parle de quoi ton livre? Bah oui, j'aimerais être plus... j'aimerais vous dire, c'est Frodo qui doit amener l'anneau au Mordor pour sauver la Terre du Milieu. Là, c'est un peu plus... c'est un livre qui vit un peu plus, voilà, qui est caractère-driven plutôt que plot-driven. C'est-à-dire qu'on suit plus les personnages enfin, il évolue plus dans l'évolution des personnages que dans l'évolution de l'intrigue. Du coup, c'est un rythme différent, mais ça s'apprécie et par contre, c'est très bien écrit. Ça, y a pas photo. J'aime beaucoup la préface de Walker Percy, parce que du coup, alors une fois que après la mort de Toole, c'est sa mère qui a continué à faire toutes les maisons d'édition dans le but de publier le roman Le pavé de son fils, et plein de maisons lui ont claqué la porte au nez. Et je crois que c'est jusqu'à ce type, jusqu'à Walker Percy, je crois. Hein. Je vais parcourir très vite fait le début de la préface. La meilleure façon de présenter ce roman est peut-être de raconter comment il m'est parvenu. En 76, alors que j'enseignais, une femme que je ne connaissais pas me contacte par téléphone. Son propos était inattendu. Elle n'avait pas écrit son fils qui était mort avait écrit un roman tout entier au début des années 60, un gros roman, et elle voulait que je le lise. En quoi pourrait-il m'intéresser, lui demandai-je. Parce que c'est un grand roman, me répondit-elle. En un mot commençant, il lit le livre dans l'optique, bon, je vais être poli, je vais lire un paragraphe, je vais dire désolé, c'est pas terrible. Sauf qu'il se fait happer par le style. Il le trouve absolument génial. J'allais dire, c'est une belle histoire, enfin, il y a quand même l'auteur qui s'est suicidé dedans, mais c'est quand même, c'est l'histoire de l'amour d'une mère. Enfin, c'est quand même, il y a quand même des éléments, voilà, il y a des éléments chouettes dans cette histoire. Et pourquoi j'en parle? Bah parce que c'est intéressant. Et au final, ça en dit pas mal aussi. Enfin, je trouvais ça assez. Je trouvais qu'il y avait un parallèle du coup entre même le livre et finalement le fait de pas reconnaître Enfin, comment dire. Ça aurait pu faire partie d'une critique du livre, justement. Quelqu'un qui a au final un génie sous les yeux et qui le laisse passer parce qu'il a pas lu jusqu'à la page 4 et qu'au final, il rate le roman de sa vie, quoi. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est dit de la société américaine et aussi de la société du fonctionnement de l'édition. Même la préface continue à révéler quelque chose de... C'est vrai que l'histoire de l'auteur lui-même se fond avec le propos de son roman. Maintenant, très franchement, je pense que si Walker Percy avait eu le manuscrit d'Ignatius sous les yeux, il aurait pas atteint la page 4. Hein. Non. C'est pas de la grande littérature ce qu'écrit Ignatius. Et ouais, en tout cas, bon, c'est un livre qui fait réagir, qui a fait réagir même au sein du club du Colecture. Je suis content de l'avoir lu. Je suis un peu deg d'avoir manqué et des axes qui pour le coup m'étaient accessibles, c'est-à-dire non mais c'est les personnages secondaires qui sont pas les plus intéressants, mais ils sont aussi intéressants qu'Ignatius, sinon plus. Donc investis-toi plus là-dedans, parce que moi j'étais vraiment en mode ouais, ok, Jones, ok, Mancuso, ok, quand est-ce qu'on revient à Ignatius? Et c'était manifestement pas la bonne approche. Et ouais, connaître un peu l'histoire de l'Amérique des années 60 aurait aidé aussi. Pour moi, on était encore dans le macartisme dans les années 60. Mais je pense que ça a été renforcé par le fait que le vieux dise ah, c'est des communistes. Et du coup, je me suis dit macartisme, je me rappelle de ça. Le lycée, on a appris ça, le macartisme, je me rappelle de ça. Mais toi, tu dis que c'était fini dans les années 60, le macartisme?
Alors, il me semble, après, je connais pas par cœur les dates du macartisme, surtout que je les confonds souvent avec 2 autres dates. Bon, on va vérifier très très rapidement. Il s'étend de 1950 sur le devant de la scène politique à 1954 avec le vote de censure contre McCarthy. Donc non, ouais, c'est ça, 50-54. Donc dans les années 60, c'était bien fini. Après, l'ambiance globale anticommuniste continue jusqu'au fait, à la fin de la guerre froide. Ouais, puis le fait que ce soit un vieux, ça veut, voilà, ça veut dire, voilà, c'est resté, quoi. C'est resté dans la société, en particulier chez les personnes âgées, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on va pouvoir arriver à une conclusion. Moi, personnellement, je lui ai mis un C à ce livre. Je lui ai mis un C parce que je suis un peu passé à côté. Je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé. Ça m'a fait sourire au début, c'était un peu long, c'était franchement long, mais c'est bien écrit, voilà, ça veut vraiment dire, je peux pas en dire du mal, j'ai pas très envie d'en dire du bien non plus, je reconnais ses qualités, mais il a des défauts, donc vraiment on est sur un équilibre au niveau de ce que j'en pense. Et vous, si vous deviez donner une note façon coin lecture à votre lecture? Je dirais un solide B+. B parce qu'il y a quand même eu des longueurs, enfin c'est clairement pas un coup de cœur, il y a des moments où j'avais un peu de mal à me remettre à ma lecture, mais plus parce qu'il y a plein d'éléments qui m'ont fait rire, que ça m'a quand même tenu jusqu'au bout, que quand les différents fils s'emboîtent, je dis c'est pour ça que je suivais depuis le début l'histoire de la vieille Madame Trixie ou quoi, et que enfin voilà, les romans chorales ça fonctionne bien, et puis pour un roman américain, là habituellement j'aime pas la littérature américaine parce que la figure du self-made man m'agace au plus haut point. Là, on n'est pas là-dessus, clairement. Donc, c'est plus pas calme. Self-destruct man. C'est ça. Ok. Et moi, je lui mettrais un B. Je suis plutôt de l'avis de Lily. J'ai beaucoup aimé le livre. J'y ai trouvé un côté à la fois analytique et comique qui était vraiment hyper divertissant. Et vraiment, il y a des passages qui m'ont fait réellement rire. Ce qui est quand même très rare quand je lis un livre. Le truc qui m'a peut-être le plus gêné, c'est le style général du livre, que au final j'ai assez peu évoqué, mais j'étais foncièrement incapable de lire plusieurs chapitres d'affilée. J'étais vraiment obligé de le poser, de me dire le style est quand même un peu lourdeau, surtout lors des... Enfin, c'est le but, mais lors des grandes tirades et des grands articles d'Ignatius, parfois c'est un peu lourd, et au final le style me rappelait un peu aussi un livre qui m'avait fait ça, qui était L'Attrape-Cœur, dont j'avais beaucoup aimé l'histoire, mais d'où le style m'avait un peu rebuté. Et du coup voilà, c'est pour ça, c'est la raison du B. D'accord. C'est que le style m'a un peu rebuté quand même. Okay. C'est marrant parce que vraiment, moi j'ai adoré le style, au contraire. C'était presque du théâtre par moment, enfin, c'est drôle. Le style fait partie des qualités pour moi aussi, mais ça c'est vraiment très personnel. Voilà, un goût de chacun. En particulier les articles d'Ignatius, faut se les envoyer. Moi le truc c'est qu'à un moment donné je décroche. À un moment donné je dis vas-y, déverse ce que t'as à dire et je te réécoute à la fin du chapitre. D'ailleurs que je pense que beaucoup de lecteurs en fait ne lisaient en diagonale les articles d'Ignatius où je sais pas votre édition, mais moi ils sont écrits plus petits. Oui. Ouais. Déjà écrit petit et c'est écrit encore plus petit, donc c'est foncièrement désagréable. Je pense que ça n'a pas vocation à être lu de manière religieuse. C'est vraiment pour dire regardez l'autre imbécile là qui écrit n'importe quoi. Oui, mais justement, en fait, c'est là où il y a. Pour moi, c'est vraiment là où je rigolais le plus, c'était quand je lisais ces articles. Au final, le style était lourd, mais les quelques blagues qui se cachaient au milieu étaient les plus drôles. Donc. C'est pour lecteurs avertis. C'est ça. Ouais, et patients. C'est peut-être beaucoup plus accessible quand t'as été à l'université, quoi, quand t'as fait vraiment des études, des longues études. Moi, j'ai fait 2 ans de fac, moi, donc je suis un peu passé à côté. Non seulement j'ai fait 2 ans de fac, mais en plus c'était pas mon milieu, quoi. J'étais pas bien à la fac. Et du coup, j'ai absolument pas cette culture-là. Et ouais, donc du coup, j'avais vraiment aucune patience pour ces articles-là et fini, quoi. Je les ai vraiment survolés. Est-ce que il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant de clore cet épisode? Non, je ne crois pas. Non, pas spécialement. Ça a bien résumé globalement ce que je pense sur le livre. Formidable. Et bien dans ce cas, il ne me reste qu'à vous remercier tous les deux d'avoir papoté au sujet de la conjuration des imbéciles. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions de 2024.
4, vous aurez enfin mon opinion sur les différents duels. On se donne également rendez-vous demain dans un live au coin du feu pour parler surtout de la Conjuration des imbéciles, pour parler éventuellement d'autres lectures ou pour parler du club du coin lecture si vous avez envie, bref, pour parler entre nous de tout ça. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode du coin lecture avec le club du coin lecture sur Livre de sang de Clive Barker, qui est l'auteur de Hellraiser, si jamais ça vous, si jamais le nom de l'auteur ne vous dit rien, c'est lui. Si vous voyez pas ce que c'est Hellraiser, c'est un film avec un monsieur qui a une tête de hérisson. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, et à la prochaine. Ciao.